Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Cette semaine, je vous invite en Utah à rencontrer un ancien collègue et ami de la faculté de médecine, Dr Daniel Vézina. Daniel est anesthésiste spécialisé en échographie cardiaque. Il est également entrepreneur. Après avoir complété sa résidence en anesthésie à l'Université Laval, il se déplace en Californie pour compléter de multiples formations en anesthésie et échographie cardiaque. Daniel est également impliqué au sein de l'hôpital des vétérans en Utah. Au cours de sa carrière, Daniel a eu l'occasion de rencontrer plusieurs des ténors de l'anesthésie moderne. L'entretien avec Dr Vézina est une occasion unique d'explorer une autre facette de la pratique médicale et d'aller à la rencontre d'un médecin visionnaire qui avait, dès le début de sa carrière, un attrait pour le progrès et l'entrepreneurship. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La Santé au-delà des mots, Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Daniel, bonne soirée. Bonjour Jean-Pierre, merci beaucoup de m'avoir comme invité. Écoute, c'est moi qui te remercie. C'est les médias sociaux ont des défauts, mais ont certaines qualités parce qu'on retrouve des gens qu'on ne pourrait jamais retrouver dans d'autres circonstances. Là, imagine essayer de te retrouver aux États-Unis, là, faire des recherches, savoir où est-ce que tu travailles. Puis le réseau LinkedIn, pour ne pas le nommer, donc... a certains avantages. Donc, puis tu as écouté un peu les balados, puis finalement, j'ai dit, écoute, faut que j'invite Daniel. Donc, je te remercie énormément. Là, ça me fait plaisir. C'est un honneur. Donc, écoute, on s'est connus probablement en 1993, 14. 1993-14, quand j'étais étudiant en médecine, commençait son externat à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Exact. Puis moi, j'avais un peu d'avance. Donc, j'étais déjà résident en chirurgie à l'époque. Puis, toi, tu te destinais assez rapidement à l'anesthésie, de la mémoire que j'en ai, ou... Oui, tu as bien raison. J'avais eu la chance de faire un stage d'été durant ma deuxième année de médecine avec le docteur Serge Gagnon à l'Hôtel-Dieu de Québec. Oui, tout à fait. C'était un anesthésiste extraordinaire et un très bon enseignant. Qui travaille encore, d'ailleurs. Il m'a donné le goût de l'anesthésie et il m'a donné l'occasion aussi de faire mon premier stage en tant qu'interne à l'Hôtel-Dieu de Québec en anesthésie en première année de résidence. Le souvenir que j'ai de toi, c'est que j'ai l'impression que c'était toujours clair que tu allais aller aux États-Unis ou... En fait... Les souvenirs deviennent flous un peu, mais il me semble que c'était clair assez rapidement, disons. Là, en fait, c'est pas exactement ce qui s'est passé. OK. Il faut remercier le ministre Marc-Yvan Côté. Parfait. Pour ma décision de m'en aller aux États-Unis. Si tu te rappelles, au début des années 90, quand on était étudiant en médecine, au mois d'août 1991, la loi de la réforme à ce moment-là était la loi 120. Mm-hmm. Ça, c'était sous la direction du premier ministre Bourassa et le ministre de la Santé, Marc-Yvan Côté, avait fait une réforme qui ont créé les régies régionales. Oui. Les régies régionales ont vécu, si je suis correct, jusqu'en 2003-2004. Puis après ça, ça s'est effacé. Mais à ce moment-là, les régies régionales étaient en contrôle complet. C'est devenu les agences après. Oh, c'est devenu les agences, OK. Ça tourne en rond un peu, mais bref. Donc, les régies
les régies régionales étaient en contrôle de tous les postes universitaires. OK. Alors, après que j'ai terminé ma formation en anesthésie-réanimation à l'Université Laval, durant ma formation, j'ai été exposé au système américain en tant que résident. Je suis allé au Jackson Memorial Hospital à Miami pour faire du trauma et aussi des soins intensifs avec Joe Civetta, du Trauma Critical Care. Textbook, un homme très coloré, par ailleurs. Et puis, ça m'a donné une exposition au système américain, mais plus important que ça m'a donné une exposition à l'échographie, à l'utilisation des ultrasons pour regarder le cœur d'une façon directe et pas seulement utiliser les méthodes de monitoring que nous avions à l'époque, comme la pression artérielle et puis le CG pour être capable de faire une identification des fonctions cardiaques. Et le fameux Swan-Ganz. Et le Swan-Ganz, oui. Qui est un peu complexe à expliquer, mais disons... Oui, le cathéter du Swan-Ganz. Alors, j'ai été exposé à l'échographie à ce moment-là, quand j'ai fait mon stage là-bas. Et puis, ça m'a resté en tête. Et puis, quand je suis devenu résident en 4e année d'anesthésie, j'ai regardé à mes options pour aller prendre plus de connaissances en échographie. Et j'avais organisé un fellowship de 1 an à l'Université de Californie, San Francisco, sous la direction de Michael Cahalan. À ce moment-là, l'Université de Californie, San Francisco, département d'anesthésie, était probablement un des plus réputés dans le monde. Il y avait plusieurs grands innovateurs. Et puis Michael Cahalan, c'était le gars qui a commencé l'échocardiographie ici aux États-Unis, commencé dans les années 1982 jusqu'à 1984. Il a fait la première échographie transœsophagienne sur un patient anesthésié, un patient vasculaire anesthésié en 1984 là-bas. Donc, c'était comme la place à aller. Si je voulais vraiment apprendre l'échographie, ça a toujours été mon approche dans la médecine. Je vais essayer d'aller où je pense que je vais être capable de retirer le maximum d'éducation, le maximum de connaissances, le maximum d'exposition pour les cas. Donc, j'avais organisé ça et j'étais supposé revenir à l'hôpital Laval. Et puis, quelques mois après être parti, j'ai reçu un appel qui m'a dit, écoute, il n'y a pas de poste à Québec de disponible quand tu vas revenir, mon petit homme. Alors, j'ai dit, OK, c'est de valeur. Ça avait été un petit peu désappointé. Mais, la vie, c'est comme ça. Et puis, il faut que tu t'organises. Des choix se présentent à toi. Et puis, j'avais développé une bonne relation avec mes confrères à l'Université de Californie, à San Francisco. Mike Cahalan était un patron extraordinaire. J'apprenais beaucoup de lui. Et puis, quand je lui ai dit que je n'avais pas nécessairement le travail ou l'emploi que j'espérais, il m'a dit, écoute, pas de problème, veux-tu rester? OK. Mais dis-moi, rétrospectivement, est-ce que ça a été une bonne chose pour toi dans la vie ou tu gardes une amertume ou... Oh non. Pas d'amertume. OK. Pas d'amertume. Non, écoute, dans la vie, on fait des choix. On est présenté avec des choix. C'est des crossroads. Et puis, tu prends toutes les données que tu as à ce moment-là, puis tu prends les meilleures décisions que tu peux, et puis tu continues, puis ça va t'amener à l'opportunité de prendre d'autres choix plus loin dans ton chemin. Alors, non, il n'y a pas de... définitivement pas d'amertume. En fait, mon père, qui est décédé maintenant depuis 2016, mais mon père a eu des soins absolument extraordinaires à l'hôpital Laval, il y a eu des pontages, après ça, il y a eu le cancer du poumon. Et puis ces gens-là ont pris soin de lui d'une façon absolument extraordinaire et m'ont accueilli aussi dans le processus. Alors, je n'ai que des belles choses et des compliments à dire à tous ces gens-là. Quand tu disais en début d'entrevue que lorsque tu es allé faire tes premiers stages aux États-Unis, tu t'es familiarisé avec le système de santé américain. Au Québec, moi, je trouve que lorsqu'on est résident, on n'a pas une vraie image de ce que c'est le réseau, de comment fonctionne l'hôpital. On l'apprend lorsqu'on devient patron. Est-ce que c'est un peu la même chose pour toi? Est-ce que
comme résident, peut-être tu avais une vision, je sais pas, à la limite un peu trop embellie du système de santé, puis que c'est en devenant patron qu'on se réalise finalement, ben c'est pas si fantastique que ça, ou ça demeure encore pour toi là, un modèle qui est supérieur au nôtre, disons? Longue question. Je dirais pas que c'est un modèle supérieur à nous. Puis ma vision n'était pas dystopique. Ma vision était très réalistique de ce que le réseau de la santé aux États-Unis est. Il y a des plus, il y a des moins. Mais c'est pas nécessairement mieux que ce que vous avez au Québec. C'est juste différent. Okay. Et durant l'entraînement, comme résident, comme fellow, both à l'Université de Californie puis à l'Université de Miami au Jackson Memorial Hospital, quand on était résident, on avait une exposition extraordinaire à des cas que j'aurais pas eu au Québec. Okay. En traumatologie, il y avait un malade qui a été ou poignardé ou victime d'une arme à feu qui arrivait au Trauma Center à toutes les 42 minutes. Okay. Puis on était là 24 heures sur 24. Alors, il n'y avait pas d'heure de résident, il n'y avait pas tu peux pas travailler le lendemain de ta garde. C'était pas comme ça, c'était tu peux travailler autant que tu veux, puis si tu veux de l'exposition pour des affaires que tu n'as pas vues avant, c'était là. C'était un peu la même chose à l'Université de Californie à San Francisco. Mais là-bas, j'étais parmi les grands penseurs. Okay. J'étais parmi Socrate d'anesthésie. Il y avait l'inventeur des gaz anesthésiques, comme on l'utilise aujourd'hui. Les vapeurs anesthétiques comme l'isoflurane, le sévoflurane, le desflurane. Le médecin qui a créé les molécules pour développer ces gaz-là puis qui les a étudiés, c'était Ted Eager. Et Ted Eager, en 1965, a publié les premières études avec ces gaz-là. Et puis Ted Eager j'étais dans le bureau à côté de Ted Eager. Et je pouvais cogner à sa porte, je pouvais avoir des longues discussions philosophiques et des discussions très scientifiques sur les éléments des gaz anesthésiques. Donc, et puis Mike Kaelin était l'équivalent dans l'échographie. Alors, j'ai été entouré de gens très intelligents et j'ai été comme une éponge. Tout ce que je voulais, c'est avoir l'exposition puis les connaissances. Les gens qui ont développé l'échographie à l'époque, c'était des cardiologues ou des anesthésistes? C'est venu par un cardiologue, Nelson Schiller, qui en cardiologie a été mon mentor, si tu veux, et aussi par Michael Kaelin, qui est anesthésiste. Les deux l'ont fait en même temps. Okay. Et la technologie est originalement venue de l'Allemagne. Peter Kramer était un PhD en ultrason et il a décidé de placer des cristaux d'ultrason sur un gastroscope. Et c'est comme ça qu'ils ont fait les premiers cas. OK. Puis si tu me parlais un petit peu, Daniel, de ton parcours médical depuis 25 ans, là, donc tu me parlais de Californie, puis là aujourd'hui on se rejoint en Utah, donc... On se rejoint en Utah parce que quand j'étais à San Francisco, j'ai eu des opportunités qui se sont présentées. Il y avait une fellow en cardiologie qui venait de la Nouvelle-Zélande qui avait été acceptée dans le programme à l'extérieur du match traditionnel. Et, après 2 semaines, elle a eu une crise émotionnelle et puis elle a quitté. Okay. Donc, le chef de cardiologie qui m'avait connu dans les quelques semaines est venu à moi et a dit « Es-tu intéressé à prendre sa place? » Puis, moi, je souffre d'un syndrome depuis mon enfance que mes parents appellent le syndrome du bras à ressort. Donc, à toutes les fois qu'on demande un volontaire, le bras se lève automatiquement. Donc, c'est ça qui est arrivé. Ils m'ont offert une position pour demeurer là. Et puis, j'avais une position hybride en tant que fellow en cardiologie, puis en tant qu'anesthésiste, parce que j'avais fini mon anesthésie à ce moment-là. Okay. Donc, je faisais l'anesthésie le soir et la nuit, puis je faisais la cardiologie durant le jour. Et puis, ça m'a donné l'opportunité d'apprendre encore plus. Et Mike Kaelin a eu une opportunité pour devenir le chairman à l'Université de l'Utah. À ce moment-là, l'Université de l'Utah était... je ne savais même pas où l'Utah c'était.
Là, on est en quelle année à ce moment-là? On est en 2002. OK. Mais en fait, fin 2001, parce que les Jeux olympiques étaient en 2002. OK. En février 2002. Donc, Mike Halen quitte San Francisco. Il était supposé devenir le chairman à San Francisco, mais on lui avait dit, écoute, il faut que tu ailles prendre un petit peu d'expérience en tant que chair dans un autre programme, puis dans 2-3 ans, tu reviendras. Alors, il est allé, pendant qu'il était là-bas, il dit, écoute, ça serait bon pour toi, je pense que j'ai une belle opportunité, viens ici. Donc là, je me suis ramassé ici. Et dans un détour qu'on ne s'attend jamais, mais on n'est jamais retourné, autrement dit, à San Francisco, parce que dans la période où on aurait pu retourner à San Francisco, le gars qui était en charge là-bas, Ron Miller, du Miller Textbook and Anesthesia, avait investi une très grande portion de son portfolio de retraite dans une compagnie que son fils avait parti. Okay, il avait fait une licence de l'Université de Californie à San Francisco pour une molécule qui était supposément révolutionnaire pour reverser l'effet des bloquants neuromusculaires. Chose qui existe depuis quelques années maintenant, auquel on a accès au Québec. Oui. Sugamadex. Exact. Exactement. Donc, lui, il a eu accès, parce que Sugamadex avait été développé dans le laboratoire de Ron Miller. OK. Ron Miller crée la compagnie, met son fils en charge, et puis ils vont avec la première version de la molécule en études cliniques. Et puis, durant les premiers 10 cas, ils ont 3 incidents majeurs. OK. Des réactions asthmatiques et anaphylactiques. OK. Et la compagnie a déclaré... mais c'était l'ancêtre de la molécule qu'on a utilisée. C'était l'ancêtre de la molécule du Sugamadex. Alors, le Sugamadex est revenu à l'Université de Californie à San Francisco en tant que licence parce que la compagnie... Il a perdu tout son argent dans la compagnie de son fils. OK, quand même, ça fait des belles relations, ça fait des beaux parties de Noël. Oui, ouais, t'as bien raison. Je ne sais pas comment la relation avec son fils était, mais Ron Miller n'a jamais retraité parce que, naturellement, il a perdu beaucoup d'argent. Ouais, c'est triste. Mais donc, la molécule est revenue à San Francisco, de l'Université de Californie. Et puis là, ils ont fait une licence avec Organon. Et puis Organon, ils ont bougé, ont fait quelques modifications mineures de la position des molécules de chlore autour de ce gros sucre. C'est une grosse molécule de sucre, en fait, qui attire. Qui attire, exactement, merci, qui attire les bloquants neuromusculaires. Alors, c'est comme ça que tu peux reverser le patient. Alors, et 2 milliards de dollars plus tard, c'est devenu le Sugamadex qui a été probablement accepté au Canada, si je me rappelle bien, 2010 ou 2011. Écoute, mais je vais te dire que nous, je pense à Québec, peut-être depuis 2 ou 3 ans là, seulement, pour des enjeux de coûts, là, même au début, c'était comme on peut pas trop en donner, ça coûte cher. Peut-être pour nos auditeurs, je vais résumer rapidement, mais ce que j'en comprends, c'est que ça permet à l'anesthésiste d'avoir une plus grande liberté, de donner plus de curares plus tard dans la chirurgie, puis de renverser le patient donc instantanément. Donc, ça permet d'optimiser les conditions chirurgicales. Exact. Et de réveiller le patient sans aucune paralysie résiduelle. Mm-hmm. Et ça, c'est beaucoup plus sécuritaire pour le patient et c'est une molécule qui est très bien tolérée dans sa version actuelle. Et c'est une des grandes découvertes, autrement dit, de la médecine anesthésique moderne. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question,
N'hésitez pas à visiter notre site web à www.medyx.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Donc toi, là, tu es près de Salt Lake City, si je comprends bien? Oui, donc je suis à l'Université de l'Utah pour ma position académique. Okay. Et puis, je suis associé à l'hôpital des vétérans du département des affaires pour les vétérans, qui est aussi sur le campus de l'université. OK. Dis-moi, est-ce que le lac est en train de s'assécher? J'ai écouté des émissions là-dessus, puis on craignait que le lac de Salt Lake City se vide éventuellement, puis que ça mette en péril la ville à cause des résidus dans le fond du lac qui deviendraient volatiles finalement, puis pourraient retomber sur la ville. Est-ce que c'est un enjeu réel ou c'est... Non, c'est un enjeu réel qui a été partiellement mitigé dans les 2 dernières années parce qu'on a eu des gros hivers avec beaucoup de neige. OK. L'an dernier, on a eu dans les montagnes à peu près 650 pouces de neige. Quand même. Et puis cette année, je pense qu'on est à peu près à 5,75. Okay. Donc, des gros hivers qui ont permis de remplir le lac à nouveau. Mais tu sais, le lac, c'est un fond d'un lac qui était énorme pour des millions d'années. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs niveaux de résidus. C'est ça. Et puis, si le lac deviendrait encore plus sec qu'aujourd'hui, ça pourrait devenir potentiellement. Mm-hmm. Ben, tu parlais de business depuis tantôt, puis tu as quand même un parcours assez intéressant. Donc, quand on fait le tour sur Internet, là, on commence là dans l'ordre, c'est peut-être ta première compagnie, c'était Guardsman ou si tu me il y a même un beau vidéo de toi là, qui explique la technologie avec motivation sur YouTube, puis on est dans l'échographie d'ailleurs, là, donc. On est dans l'échographie, on est dans l'utilisation des ultrasons. Il faut voir les activités de commerce comme une méthode pour une fin. OK. Dans mon cœur, je suis vraiment un médecin d'abord et avant tout. OK. Prendre soin des patients et puis être capable de les amener dans les meilleures conditions, c'est vraiment ça qui est ma motivation. Mais en parallèle, j'ai découvert et j'ai été exposé à des opportunités dans le domaine des affaires. Et puis, si tu vas avoir des compagnies, que ce soit des compagnies de logiciels ou des compagnies de technologie médicale, biomédicale, je pense que c'est important d'avoir des connaissances médicales pour être capable de prendre une bonne décision. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que le parcours pour arriver à nos fins est bon? Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Et en étant exposé à ces situations-là, je suis devenu par défaut un homme d'affaires, un entrepreneur en technologie médicale. Et puis ma première exposition à ça était en Californie. Quand j'étais à San Francisco. J'avais un bon ami qui avait fait des services consultatifs pour Hambrecht and Quist, H&Q. Alors, H&Q, à l'époque, à San Francisco, c'était la boutique de première classe pour faire des services d'investissement banquier pour les biotechnologies et aussi pour les compagnies de technologie. Alors, les services d'investissement banquier, ce qu'ils font, c'est que les compagnies vont les voir, puis ils disent, écoute, j'ai besoin de prendre de l'argent, j'ai des besoins financiers. Alors, ces besoins financiers-là sont faits par des investisseurs. Et puis, ces investisseurs-là peuvent être privés, ça peut être des investisseurs institutionnels, ou tu peux aller dans les marchés publics, tu peux aller à la bourse. Et puis, c'est pour le listing à la bourse. Alors, ces gens-là, à H&Q, qui avaient un track record absolument extraordinaire. Alors, ils ont amené Apple Computer sur la bourse, ils ont amené Amgen sur la bourse, ils ont amené Adobe sur la bourse. Donc, il y avait besoin de faire des services consultatifs pour les technologies biomédicales. Donc, j'ai commencé à travailler avec eux autres, en parallèle. Mais ça, tu es en début de pratique à ce moment-là, je veux dire. En début de pratique, mais je suis quand même capable d'avoir un jugement raisonnable. Mais je suis curieux de savoir le point de départ, là, la première démarche. Je veux dire, comment ça
tu travailles, j'imagine, 50, 60 heures par semaine. C'est quoi le premier clic, là? C'est une rencontre? C'est une rencontre par une connaissance que j'avais à l'hôpital. OK. Qui avait fait des services consultatifs. C'était un médecin qui était en pratique depuis à peu près une dizaine d'années, un cardiologue. OK. Qui m'avait pris un petit peu, si tu veux, sur son chapeautage. Mm-hmm. Et écoute, Dan, ce soir, on va avoir une rencontre avec Bill Hambrecht et on va revier une technologie. Si ça t'intéresse, viens avec nous. OK. Je peux t'asseoir, puis j'étais assis dans le coin, puis j'écoutais. Mais disons, si tu n'étais pas allé à cette rencontre-là, est-ce que ça aurait changé tout ton parcours d'affaires ou tu aurais eu d'autres opportunités? Ben, j'ai eu d'autres opportunités pour continuer, mais c'était mon départ. Ça prenait ça, là. Hein? Alors, quand je suis arrivé à l'Université de l'Utah, c'était un endroit vraiment fascinant. L'Utah, c'est un endroit unique. OK. Je ne suis pas mormon. Hein? Oh oui. Je n'ai pas été élevé mormon. Et c'est comme le Vatican pour les mormons. Hein? Salt Lake City, c'est vraiment la ville où les grands penseurs de la religion mormone, qui est une religion américaine. Hein? C'est une approche très américaine, une adaptation de la christianité, si tu veux. Mm-hmm. C'est comme si ils ont regardé la Bible, et puis ils ont dit, on va en réécrire une autre version, une version un petit peu plus moderne, puis on va emmener un élément américain à travers ça, puis voilà, c'est la nouvelle religion. Alors, okay. C'est ça qu'ils ont fait. Alors, c'est un endroit un peu intéressant à cause de ça. Mais cela étant dit, l'Université de l'Utah était reconnue, je ne savais pas à ce moment-là, mais était reconnue pour avoir fait la première transplantation d'un cœur mécanique complet en 1982 sur un patient qui s'appelait Barney Clark. C'était un dentiste de Salt Lake City qui a vécu 92 jours avec le premier cœur mécanique. Donc, il y avait une culture d'entrepreneurship qui était à la faculté de médecine, qui a commencé dans les années 70 par le docteur William Kelf. Le docteur William Kelf était un PhD, MD, qui n'a pas pratiqué beaucoup cliniquement, mais qui était un inventeur. Puis qui était vraiment un homme très brillant et qui a inventé initialement l'hémodialyse. Alors, l'hémodialyse, c'est sa première invention. Puis le cœur mécanique artificiel, c'est sa deuxième invention. Quand même. Du cœur mécanique artificiel, il y a eu une compagnie qui a été créée parce que le nom de la compagnie était Jarvik. Et avec ces compagnies-là qui ont grandi et qui sont devenues publiques à un moment donné, il y avait une culture d'entrepreneurship. Alors, quand je suis arrivé ici, j'ai été mis en contact assez rapidement avec Theodore Stanley, Ted Stanley. Pour les gens en anesthésie, ils vont probablement se rappeler du docteur Stanley. Le docteur Stanley est le premier anesthésiste en Amérique du Nord qui a amené le fentanyl en Amérique du Nord. Le fentanyl a été développé par la compagnie, par Paul Janssen, qui était un Belge. OK. De la compagnie Janssen. De la compagnie Janssen. Et puis, c'est un pharmacologue. Donc, dans les années 60, en Belgique, dans son laboratoire, Paul Janssen fait la première synthèse artificielle d'un narcotique à partir de la morphine. C'est le Demerol. Et du Demerol est venu le fentanyl. Alors, Ted Stanley est allé, qui était un anesthésiste ici, à l'Université de l'Utah, qui faisait des anesthésies cardiaques avec de la morphine dans les années 70, est allé faire une sabbatique dans le laboratoire de Paul Janssen. Et c'est là qu'il a été exposé au fentanyl. Et il a ramené le fentanyl ici et ils ont fait toutes les études de pharmacokinétique, pharmacodynamique avec le fentanyl et ils ont décrit pour la première fois, dans le milieu des années 70, une anesthésie qui était sécuritaire à haute dose d'opioïdes pour les patients qui étaient en conditions hémodynamiques très extrêmes. Donc, les patients de cœur. Okay. Avant d'avoir le fentanyl et les dérivés du fentanyl, comme le sufentanil, le rémifentanil, l'alfentanil, on utilisait de la morphine, à peu près 1 mg par kilogramme de morphine pour faire de l'anesthésie cardiaque. Et ça créait
une décharge histaminique absolument extraordinaire et des conditions de pression artérielle vraiment très difficiles. Et puis, plusieurs patients meuraient en induction, en fait. OK. Donc, l'anesthésie n'était pas tellement sécuritaire à ce moment-là. Et puis, il n'y avait pas les bonnes drogues. Mais le fentanyl démontrait une hémodynamie, une stabilité hémodynamique cardiaque absolument extraordinaire. Donc, ils ont fait les premiers cas où il n'y a rien qui se passe. Tu fais juste donner oxygène, paralytique et grosse dose de fentanyl. OK. À peu près 50 microgrammes par kilogramme. Ça va 1 cc de fentanyl par kilogramme. Et tu as une anesthésie extraordinaire. Okay. Qui permet, en fait, aux patients de recevoir la chirurgie cardiaque. Alors, à cause de son programme, ils ont été capables d'amener les patients qui étaient en stage final de leur vie au point de vue cardiaque, d'être capable de leur produire une anesthésie acceptable pour qu'ils reçoivent la transplantation ou qu'ils reçoivent, plus important, le cœur mécanique. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Mais pourquoi est-ce que c'était plus compliqué pour une chirurgie cardiaque qu'une résection intestinale, pour dire quelque chose? Ou... En fait, il y avait, pour une résection intestinale à ce moment-là, il y en avait. Si le patient avait des conditions cardiaques autant extrêmes, il ne leur donnait même pas l'opportunité d'avoir la chirurgie. Okay. On leur dit, vous êtes trop malade, votre cœur est pas assez fort, vous ne passerez pas à travers. Okay. Mais dans le cas du cœur, le problème, c'est le cœur. Donc, si une solution chirurgicale, donc il y avait une opportunité au moins de les rendre un peu mieux. Okay. Et c'est ce que Ted Stanley a amené avec le fentanyl. Ted Stanley a parti 3 compagnies après ça. Okay. Donc, c'était aussi un entrepreneur à cœur. Des compagnies qui étaient dans la méthode de délivrance du fentanyl. Donc, la première, c'est qu'ils ont mis du fentanyl dans un suçon pour être capable d'utiliser ça pour traiter les douleurs en fin de vie, sans nécessairement avoir besoin d'un intraveineuse. Okay. Ensuite, c'est devenu le fentanyl dans une patch que tu mets sur ta peau pour avoir une infusion continue de fentanyl pour les douleurs chroniques et les douleurs de fin de vie. Alors, il y a parti 3 compagnies avec ça. Il a été ça a été des grands succès. Ces 3 compagnies-là ont été des grands succès. Et donc, il y avait un esprit d'entrepreneurship ici aussi. Et puis, Ted est devenu un peu mon guide dans les éléments d'entrepreneurship et de partir les compagnies. En fait, il m'a montré que si tu identifies un problème, la meilleure façon de le relier ou au moins de te donner une chance de l'améliorer, c'est de prendre le problème de front et puis de trouver une solution et puis de commercialiser ta solution. Mais à ce moment-là, on revient, mettons, dans les... Avant de passer, disons, penses-tu que tous les gens qui ont travaillé comme ça sur le fentanyl aujourd'hui ont des regrets avec ce qu'on vit ou
si ça n'avait pas été la crise du fentanyl, ça aurait été la crise d'un autre narcotique, selon toi, là? Oui, non, je pense que c'est la même molécule, mais c'est une utilisation illégale de la molécule. Le fentanyl, ce qui en a fait une drogue illégale facilement, c'est que c'est pas tellement compliqué à produire. OK. Ça coûte pas cher à produire. Les ingrédients que tu peux prendre sont assez facilement disponibles. Okay. Et puis, synthétique, la chimie en arrière pour faire la synthèse de la molécule est assez facile. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est devenu une drogue très répandue en tant d'utilisation illicite. Je comprends. Okay. Ça n'est pas nécessairement parce que les gens du réseau de la santé ont donné des fentanyls d'une façon illégale. Non, tout à fait. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais je me dis, parfois, certaines personnes font des inventions puis se disent, finalement, le monde aurait été mieux sans cette invention-là. Mais je pense que c'est pas nécessairement le cas. C'est la même molécule, mais c'est surtout je pense que c'est une explication économique. Okay. C'est assez facile à faire. C'est pas dispendieux à faire. Mm-hmm. Et en Chine, en fait, un des gros problèmes de l'utilisation des narcotiques d'une façon illégale, c'est que dans les années 2005 à 2008, quand les relations entre la Chine et les États-Unis se sont rapprochées, les États-Unis ont dit à la Chine, écoute, on a des problèmes d'approvisionnement des médicaments. Alors, vous avez des capacités, vous êtes capable de construire très rapidement des usines fantastiques, formidables pour produire les médicaments. Allez-y, construisez tout ce que vous avez besoin, puis on va venir ici et on va les certifier. Puis on va leur dire, OK, parfait, on va prendre nos médicaments de vous. OK. Puis en 2008, quand le FDA, qui est l'organisme fédéral qui fait la régulation de tous les médicaments, incluant la fabrication des médicaments, est allé pour faire la certification des usines, ils ont trouvé que la qualité des usines était insuffisante pour être certifiée. Donc, ils n'ont pas certifié les usines. OK. Alors, il y a le gouvernement chinois qui avait fait des investissements de milliards de dollars dans les usines. On dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va s'en servir quand même, j'imagine. On va s'en servir d'une façon alternative. Alors, les Russes sont venus et ont dit, écoutez, pouvez-vous commencer à nous faire du fentanyl? Okay. Pouvez-vous commencer à nous faire de la méthamphétamine? Okay. On dit, écoute, pas de problème. Combien vous en voulez? OK. Fait que ça a commencé alors, comme ça. Comme ça que ça a commencé. OK. Quand même, toute une histoire. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Si on, revenons à ton invention, là, l'échographie, tout ça. Donc, là, tu me disais, j'identifie un problème, donc il faut, on va de l'avant. Mais encore une fois, moi, je suis fasciné par, imaginez un anestésiologiste qui travaille, tout ça, là, tu t'en vas où avec ça? Encore une fois, c'est par ton réseau de contacts que tu as appris un peu autodidacte. Dans un certain sens, là, parce que moi, sauf erreur de ma part, tu n'as pas fait d'études en business ou... Non, j'ai pas fait d'études en business, mais tu apprends très rapidement. Okay.
le côté business, c'est pas tellement compliqué. Okay. La business, c'est une entreprise de relations humaines. Mm-hmm. Alors, il y a deux principes pour être capable de réussir jusqu'à un certain point. La première, c'est pour que tu essayes. La majorité des gens disent, mais ils ne veulent pas l'essayer. Ils ne veulent pas essayer parce qu'ils ont peur de la réjection. De l'échec. Ou l'échec, ou juste d'être rejeté. Juste de dire, j'ai présenté mon idée à cette personne-là, puis cette personne-là m'a dit, c'est terrible, ou j'ai présenté mon idée à mes investisseurs, puis les investisseurs, ils ont dit, on n'est pas intéressé, tu es complètement en dehors de la traque, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mm-hmm. Alors, mais c'est ça qui arrive, hein? C'est que c'est un peu comme ça, la vie de l'investisseur versus la vie de l'entrepreneur médical. Donc, la peur de l'échec, la peur d'être rejeté. Et l'autre élément, c'est qu'il faut que tu travailles fort. Il faut que tu... comme j'ai appris, par exemple, à écrire des brevets. Mm-hmm. Parce que j'ai été placé dans une situation au début où tu es un avocat maintenant, alors tu connais ça. Non, mais en fait, j'ai une maîtrise en droit, là, mais je ne suis pas avocat. Là. Mais bref. Si tu as une idée, la façon traditionnelle d'approcher ça, c'est que tu dis, OK, je vais prendre un papier, je vais écrire 2 pages de mon idée, puis je vais appeler un avocat qui se spécialise dans les brevets pour être capable de protéger mon invention. Alors, tu prends le téléphone, puis tu appelles l'avocat, puis l'avocat t'explique comment ça va marcher. Puis, à la fin du téléphone, tu réalises que tu vas avoir besoin de 200 000 parce qu'ils vont te charger 1 500 de l'heure. Et puis, ça va être un processus qui va prendre 4 ans. Et puis, alors là, tu dis, OK, ça on ne peut pas faire ça. Donc, j'ai appris à écrire des brevets. OK. Plutôt que d'utiliser les services de l'avocat pour 548 heures, je l'ai utilisé pour 2h30 parce que j'ai fait le travail upfront. Donc, il ne faut pas avoir peur de travailler, il ne faut pas avoir peur d'essayer, puis il ne faut pas avoir peur de continuer. Donc, le problème que j'avais identifié pour cette technologie-là, la technologie chez Guardsman, c'est la dysfonction diastolique. Là, notre auditoire n'est pas nécessairement médecin, donc ça prend un petit crash course. La dysfonction diastolique est très facile à prendre. C'est de l'insuffisance cardiaque. Alors, les vues classiques de l'insuffisance cardiaque, c'est que le cœur étant une pompe, si la pompe ne marche pas suffisamment, si on n'est pas capable de pomper assez de sang, on est en insuffisance cardiaque. Et c'est à peu près 10 à 15 % des cas d'insuffisance cardiaque dans le monde. Alors, la fraction d'éjection, qui est un marqueur de la capacité du muscle cardiaque à pomper, est très réduite. Plutôt que de pomper 50 à 60 % du sang à chaque battement cardiaque, tu pompes 10, 15, 20 %. Mais il y a un autre problème qui est probablement entre 10 et 15 fois plus prévalent, et puis c'est la dysfonction diastolique. Alors, la dysfonction diastolique, c'est quand le cœur n'est pas capable de relaxer d'une façon appropriée. Les muscles sont présents, les muscles sont forts, la fraction d'éjection est normale, mais le muscle cardiaque est extrêmement rigide. Parce que le muscle cardiaque a été exposé à des années de pression artérielle élevée. Donc, qu'est-ce qui arrive avec nos muscles squelettaux quand on va au gym? On prend des poids, on travaille, puis les muscles deviennent plus gros et les muscles deviennent plus rigides. Pour que le cœur fonctionne adéquatement, il a besoin de pomper, mais d'une façon plus importante, il a besoin de relaxer. De souplesse. Alors, de souplesse. Alors, un cœur idéal, c'est un instructeur de yoga qui est fort, mais qui est capable de relaxer. Un cœur de dysfonction diastolique, c'est Arnold Schwarzenegger. C'est un cœur de dysfonction diastolique. Parce qu'il y a de la rigidité musculaire qui augmente les pressions de remplissage et puis le sang, en fait, retourne dans sa provenance dans les poumons. Et les poumons, c'est comme des grosses éponges. Donc, ces gens-là ont sur leur tissu pulmonaire 1 à 2 litres de liquide qui rend la respiration difficile. Okay. Donc, ces problèmes-là sont exacerbés en
en période périopératoire pour n'importe quel genre de chirurgie. OK. Puis ça se transporte avec des hospitalisations prolongées ou des réadmissions pour d'insuffisance cardiaque ou des arythmies cardiaques à cause des pressions de remplissage étant élevées. Donc, en identifiant ce problème-là, j'utilise l'ultrason cardiaque pour être capable d'avoir une meilleure évaluation à chaque battement cardiaque des pressions de remplissage et de l'habilité du cœur à pomper et à relaxer. Et je peux changer l'administration de mes liquides intraveineux et des drogues anesthésiques qui sont donnés aux patients pour maximiser la récupération et éviter de pousser ces gens-là qui étaient proches d'être symptomatiques de leur insuffisance cardiaque en étant en insuffisance cardiaque floride. Donc, on peut éviter ça. Donc, toi, tu veux éviter que ton patient se détériore pendant l'intervention, donc. Exactement. Il se retrouve pire après qu'avant. Uh-huh. Okay, donc, exactement. Donc, tu vas l'utiliser pendant une résection intestinale. Absolument. OK. Parfait. La technologie a été développée, la technologie a été validée. On a les publications, on a les brevets, et puis la technologie est maintenant utilisée au Japon, dans la compagnie Canon Medical. Et Canon Medical est en processus pour amener la technologie dans d'autres marchés, incluant le marché américain. Et dis-moi, seulement à la période opératoire ou les soins intensifs aussi? Soins intensifs, l'urgence. Et on a aussi une ligne de moniteur à la maison. OK, quand même. Mais l'appareil que j'ai vu sur la vidéo, donc, c'est un appareil par patient, évidemment. Donc, on imagine que si on a des soins intensifs avec des gens malades, ça prend plusieurs machines. Oui, ça fait partie des options de monitoring. Okay. Chaque lit aux soins intensifs, chaque salle d'opération a un moniteur. Est-ce qu'on pourrait imaginer, j'imagine qu'il y a une intelligence artificielle qui va se greffer à ça, ou... Oui, c'est automatisé sur des algorithmes qu'on appelle machine learning. Ça, c'est l'apprentissage par la machine. Et dis-moi... L'apprentissage par la machine, c'est en fait l'étape avant ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, la seule différence, c'est l'interface entre l'utilisateur puis les capacités des systèmes analytiques. Les systèmes analytiques existent depuis des années. J'ai développé ces codes d'analyse il y a 10 ans. Mais l'interface entre l'utilisateur, l'utilisation de la voix, pour être capable de demander des questions spécifiques au système analytique, avant ça, c'était très limité. Il fallait que tu sois capable d'écrire des codes. Maintenant, tu n'as plus besoin. Puis, les cliniciens qui utilisent ton appareil, est-ce qu'il y a un droit de regard quand même d'un humain sur, mettons, la machine va dire donne telle dose de tel médicament, ou c'est complètement automatisé, là? Non, c'est pas automatisé parce qu'il y a des dangers associés à ça. Là. Le médecin en charge du patient prend les décisions. Mais on appelle ça, en fait, des décisions cliniques supportées. Alors, on présente les données, puis on leur dit, basé sur toutes ces données-là, on vous suggère de considérer A, B, C, D. Et les gens peuvent décider de le faire ou de ne pas le faire. D'accord. Dis-moi, ça ressemble à quoi une semaine normale dans la vie de Daniel Vézina, disons, là, avec la clinique, les affaires, tout le temps mélangé, ou tu divises ton temps vraiment, là, que je sais pas, le lundi, c'est de la médecine, puis le mardi, c'est des affaires... C'est une bonne question. C'est difficile de compartimentaliser tout ça. C'est tout ensemble. Non, naturellement, quand j'ai quand je dois voyager à San Francisco ou je dois ne pas être présent à l'hôpital, à ce moment-là, ça devient plus difficile de faire tout en même temps. Mais je vais à l'hôpital d'une façon assez régulière. Encore, je suis à l'hôpital actuellement. Et puis... Je suis arrivé à 5 heures ce matin, puis j'ai fait mes dossiers, puis après ça, on a vu des patients, puis... donc, c'est tout ensemble. Ça fait des longues journées. J'imagine. C'est occupé, mais c'est positif. Tu travailles combien d'heures par semaine, disons?
si ça se dit. Les Américains ne sont pas tellement bons avec les vacances. OK. Ils ne sont pas tellement bons. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le mercredi et le dimanche, si tu veux. À moins que tu sois religieux, là, il faut que tu aies à la messe si tu es religieux. Mais si tu n'es pas religieux, il n'y a pas beaucoup de différence. OK. Donc, j'ai eu une opportunité de travailler 6 jours par semaine. Et quand je suis obligé de faire ça, c'est ça que je fais. Puis quand j'ai l'opportunité de faire un petit peu de temps éloigné de l'hôpital, à la maison, je le prends quand je peux. OK. Puis, quand même, ça veut dire que ça fait toi un homme quand même relativement occupé. Là. La portion médicale, c'est plus anesthésie, soins intensifs ou... La portion, en fait, c'est plus échographie. OK. Donc, parce que on a créé un système où l'échographie est utilisée sur les patients pour être capable d'avoir l'information qu'on a besoin pour prendre soin d'eux. Et puis, quand j'ai fait mon entraînement à San Francisco, j'ai été capable d'être entraîné à un niveau très avancé, si tu veux, d'échocardiographie. Et puis, aux États-Unis, les imageries médicales sont souvent des champs d'interprétation ou des champs de pratique qui ne sont pas réservés à une personne ou à un groupe versus un autre. Par exemple, pour faire des carotides endovasculaires, ça peut être un radiologiste ou un chirurgien vasculaire. Mm-hmm. En échographie, c'est traditionnellement un cardiologue, mais si tu as fait l'entraînement, ça peut être aussi un anesthésiste. OK. Donc, je suis en charge du système de laboratoire d'échographie et de tests de stress pour évaluer les maladies valvulaires, les maladies ischémiques, l'insuffisance cardiaque. Alors, il y a une partie qui se fait en laboratoire, il y a une partie qui se fait en salle d'opération et il y a une partie qui se fait aussi aux soins intensifs. Donc, j'ai une pratique qui a 3... En fait, je suis sur 3 listes de garde. OK, mais c'est presque de la cardiologie ou... Ça devient de la cardiologie, si tu veux. Mais c'est de prendre soin des patients avec des problèmes cardiaques avancés. OK, mais disons, toi, une salle d'opération d'anesthésie, de chirurgie, d'endormir 2 patients pour des résections intestinales, c'est pas du tout ton... tu feras pas ça, toi? Ou si t'es vraiment obligé? C'est ça. Parce que si je vais en salle d'opération, habituellement, c'est pour faire de l'anesthésie cardiaque. Okay. On fait beaucoup de cœur mécanique, beaucoup de cœur mécanique. On fait beaucoup de circulation extracorporelle, un petit peu trop, à mon avis. On a perdu l'habilité d'être capable de prendre les patients puis de les déconnecter de la machine cœur-poumon. Okay. Si le patient ne sort pas de la pompe après le premier essai, on utilise la circulation extracorporelle puis on ressaiera demain. OK, les gens sont comme impatients de sortir le patient de la salle? Très impatients pour amener un autre patient parce que c'est une source de revenus. OK, mais sauf que ça coûte cher quand même garder un patient en circulation extracorporelle aux soins coronariens. C'est très dispendieux, mais si le patient a une bonne assurance, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Dis-moi, quand même. Dis-moi, on parlait tout à l'heure, tu parlais du réseau de la santé québécois dans les années 90. Suis-tu encore un peu la politique canadienne, québécoise? As-tu un intérêt pour ça en raison de tes origines? Ou... Oui. Je n'ai pas une très, très grande connaissance granulaire, mais je lis les journaux en ligne, Le Soleil, la presse, le droit, d'une façon assez régulière, pour savoir ce qui se passe et pour me maintenir au courant. Je pense que vous avez des problèmes d'accès, comme nous avons des problèmes d'accès. Je pense que les deux systèmes sont... c'est un problème universel. Donc, c'est des choses à laquelle je peux me relier. Et non, j'ai l'intérêt. J'ai encore beaucoup de familles au Québec. Donc, je veux être sûr que quand ils vont avoir besoin des soins de santé, qu'ils vont avoir ce qu'ils ont besoin. Puis, pour ce qui est de la politique américaine, là, on pourrait en parler pendant 2 heures, mais tu es là depuis quand même un certain temps. Puis Utah, j'ai le sentiment que c'est républicain, ça, j'imagine. Très républicain. C'est ça, ouais. C'est très républicain, très conservateur. OK.
Trump Country. J'ai eu une opportunité intéressante qui s'est présentée à moi le 17 mars 2020. Alors, le 12 mars 2020, comme probablement par chez vous, tout a fermé à cause de COVID. Le 12 ou le 13, nous, je pense. Nous, je pense que c'est un vendredi, moi, c'est ça. Et le problème, c'est qu'à l'hôpital des vétérans, le système américain des vétérans est un système de santé absolument extraordinaire, très similaire à ce que tu peux avoir au Québec. OK. C'est un très gros système de santé. En fait, c'est le plus gros système de santé qui est verticalement intégré dans le monde. 18 millions de patients, 12 millions de visites annuelles. Les États-Unis, je pense que la différence fondamentale entre les États-Unis et le Canada et le Québec, en tant que principe de vie et aussi en tant que principe politique, c'est qu'au Canada, il y a une partie très petite de notre produit intérieur brut ou des dépenses gouvernementales dans le budget qui sont pour la défense. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui est dépensé pour les services militaires. Les États-Unis, c'est le pays dans le monde qui est numéro 1 pour le budget des défenses militaires. Le département de la Défense a un budget annuel de 1 trillion de dollars américains. C'est le plus grand, le plus gros, la plus grosse agence américaine, si tu veux, du gouvernement. Et la deuxième plus grosse, c'est le département des vétérans. Okay. Donc, il est de 350 milliards de budget par année. Donc, les deux combinés ensemble, c'est à peu près 1,35 trillion de dollars pour supporter le complexe militaire industriel. Et ça, c'est à peu près 20% du produit intérieur brut. Donc, il y a énormément d'argent qui est donné pour la défense et énormément d'argent qui est donné pour les vétérans. Donc, les vétérans, quand tu as fini ton service militaire, tu as accès à des soins de santé complets pour le reste de ta vie. Et ça fait partie des bénéfices de ton service. Et si tu n'es pas allé en zone de guerre, ça te prend 4 ans de service. Si tu es allé en zone de guerre, ça prend 1 an et demi de service. Okay. C'est un bénéfice pour le long terme qui est très bon, qui est très les gens attirant, vont très attirant. Est-ce que ça couvre les membres de la famille? Ça ne couvre pas les membres de la famille. Ça couvre seulement le militaire lui-même après avoir pris sa retraite, après avoir complété son temps dans les services militaires. Okay. Mais on offre des services aux vétérans d'une façon très avancée. En fait, on offre tous les services de n'importe quel hôpital, à l'exception de la pédiatrie, bien sûr, et de l'obstétrique. Mais on a de la gynécologie. OK. Donc, l'hôpital des vétérans, c'est comme un gros hôpital académique. Résidents, on a des fellows, on a beaucoup de patients. Ces patients-là sont habituellement très malades. Il y a une très grande prévalence des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires. Plusieurs de ces patients-là ont fumé durant leur temps, durant leur service. Plusieurs ont été exposés à des produits chimiques durant leur service. Donc, c'est des gens qui sont très malades. Alors, tout ça pour dire que quand COVID est arrivé, le groupe exécutif, le président de l'hôpital, le directeur général, le groupe exécutif savait que probablement les affaires n'allaient pas aller très bien dans les prochains mois pour l'hôpital vétéran parce que connaissant notre population qui était à haut risque d'avoir des complications graves de COVID et pas de vaccin en vue à ce moment-là, il y a eu un exode très, très rapide. En fait, ils ont tous pris leur retraite. Les dirigeants. Okay. Les dirigeants. Donc, c'est là que mon problème de brassard est revenu encore sur la manchette. J'ai reçu le téléphone et on dit « Monsieur Vézina, seriez-vous intéressé à être notre directeur général? »
parce qu'on n'a pas personne actuellement. Quand même. Alors, j'ai dit OK. Et donc, j'ai été le directeur général de l'hôpital durant la période de crise, pendant 2 ans et demi. OK. Durant la période de crise, pour être capable d'aider. Les 6 premiers mois, avant qu'on commence à avoir les vaccins, ça a été une expérience traumatique. 10 à 15 patients par jour qui mouraient d'une COVID. On a eu... ça a été une période difficile. Un hôpital de combien de lits, disons, juste pour nous situer? 150 lits. OK. À peu près une vingtaine de salles d'opération, à peu près 40 lits de soins intensifs. Et on a eu du personnel aussi qui ont été contaminés rapidement au début, puis qui n'ont pas survécu. Donc, ça a été une période difficile, mais en même temps, ça a été une période qui m'a exposé à la politique américaine comme je n'avais jamais espéré. OK. Parce qu'en étant dirigeant de l'hôpital, en service d'urgence, on avait accès directement au Dr. Fauci, qui était le médecin infectiologue qui était en charge à la Maison-Blanche. Et j'ai eu une exposition unique, si tu veux, à l'administration de Donald Trump, de la branche exécutive. Et c'était très troublant. C'était très, très troublant. OK. Puis les changements, quand l'administration a changé, après les élections du mois de novembre en 2020, quand le président Biden est devenu notre président, ça a changé dramatiquement la façon dont COVID a été pris de garde, a été adressé. Et puis, j'irais même à dire que l'administration précédente, par le président Trump, ont rendu la situation beaucoup plus pire que ça pourrait avoir été. C'est sûr Alors, les décisions des branches exécutives sont très importantes et ont des impacts sur plusieurs personnes. Ah, c'est certain. Ben, écoute, c'était une période épique. Là, on se rappelle qu'il avait suggéré que les gens s'injectent le produit désinfectant là, qu'on prend pour laver des toilettes. Du Clorox. Ou du Lestoil, ou je sais pas. C'était quand même quelque chose. Mais il va peut-être être réélu, donc prépare-toi. C'est possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que la politique américaine est très polarisée. C'est une politique de groupe. Hein? Et les médias sociaux, commencés dans les années 2010 à 2012, ont amplifié ce problème en présentant aux gens seulement ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont intéressés puis ce qu'ils veulent agir. Et il y a des grosses motivations économiques. Ah oui, c'est sûr. Derrière l'avantage d'avoir 2 groupes. Hein? Tu as les républicains d'un côté puis tu as les démocrates de l'autre côté. Les républicains, maintenant, d'une façon générale, les républicains avaient une philosophie de laisser-aller économique et une philosophie de liberté et une philosophie d'être plus conservateur. Les démocrates sont plus comme les libéraux. Hein? Il faut prendre soin des gens autour de nous. On a des groupes, des nets sociaux pour aider les gens. Et c'est plus l'intérêt du groupe qui est en jeu comparativement à l'intérêt personnel. Donc, au niveau politique, ce sont des vues qui sont diamétralement opposées. Tout à fait. Donc, ça crée des situations politiques assez extrêmes.
Mais disons que tu parlais du filet social, mais peut-être l'enjeu actuellement, c'est que parfois, c'est pas un filet social, ça devient un hamac, mais ça, on pourrait en rediscuter. Dis-moi, là, on approche la fin, mais je me posais la question, toi qui es un gars de Québec, là, tout ça, mettons, ne serait-ce que la violence par les armes aux États-Unis, les tueries, comme quelqu'un qui habite les États-Unis, est-ce que c'est quelque chose qui est tout le temps un peu dans les pensées des gens? Mettons, tu vas aller au centre d'achat, est-ce que c'est quelque chose auquel tu vas penser? Présent d'une façon constante. OK. Et on est très, très alerte dans les endroits publics. Ah oui, tu vas tout le temps y penser un peu. Tu vas regarder qui est autour. Absolument. Puis on a cette information-là, cette façon d'approcher les lieux publics, c'est enseigné aux enfants aussi. Incroyable. Parce que le problème, c'est que la maladie mentale est présente ici comme dans bien des pays, qui est il y a à peu près 1% des gens qui sont à risque d'avoir des comportements extrêmes qui puissent se diriger contre les autres ou pour soi-même. Mm-hmm. Okay. D'une façon sociologique. Le problème ici, c'est que ce 1%-là a accès à des armes militaires. C'est ça. Très facile. Donc, les dommages sont exponentiels. Mm-hmm. Donc, c'est un gros problème. C'est un très gros problème. Je pense que c'est un problème qu'on n'est pas capable de régler. Il y a quelque chose comme 700 millions d'armes à feu. Moi, j'avais 400, tu vois, mais honnêtement, rendu là, 400, 500, 600... Ça n'a pas d'importance. Ça change absolument rien. Il y a 335 millions de personnes qui demeurent aux États-Unis. Et il y a plus d'armes que de personnes. La statistique que je ne connais pas, c'est combien de personnes ont une arme à feu, dans le sens, parce qu'il y a des personnes qui doivent en avoir 20, là. As-tu cette statistique-là? Parce qu'il doit y avoir... C'est pas la statistique, mais je dirais que si tu es un républicain, c'est probablement autour de 70 à 80%. OK. Si tu es un démocrate, c'est probablement autour de 10 à 20%. Donc, dans ton coin, il y a pas mal d'armes à feu. Oh oui. Est-ce que les gens portent les armes en public en Utah? Mm-hmm. OK. Quand même. C'est quelque chose. Daniel, on achève. Dis-moi, je me demandais, as-tu une devise? Tu dois avoir un petit quelque chose que tu dis à tes troupes, toi, ou à tes résidents, ou à ton personnel? Ou... Oui, en fait, ça se regroupe autour du principe que tu ne devrais, dans n'importe quelle situation, tu devrais toujours l'approcher en voyant comment on peut aider les autres. Tu ne peux jamais faire quelque chose en te concentrant sur toi-même. Tu ne peux jamais être le centre d'intérêt. Être le centre d'intérêt, ça mène à rien de bon à long terme. Donc, il faut que tu utilises tes talents, il faut que tu utilises ton énergie pour que tout le monde puisse profiter du temps ou de ton expertise ou de l'énergie. Mm-hmm. Ce que j'appelle le sentiment du devoir accompli. Ben, c'est drôle parce que je parlais avec un de mes très bons amis pas plus tard qu'hier, puis je lui disais à peu près la même chose. Je lui disais, si chaque personne, chaque citoyen faisait seulement en sorte de donner plus à la société que ce qu'elle reçoit, que la balance soit positive, ouais. Globalement, ça fonctionnerait. Là, où ça se débalance. Ça fonctionnerait très bien. Ça fonctionnerait très bien. Mm-hmm. Absolument. Puis ça rejoint ce que tu dis aussi un peu, je pense, en tout cas, le sentiment que j'ai parfois, là, tout au moins dans le réseau québécois, c'est il y a beaucoup de décisions qui sont prises, puis quand on regarde la décision, puis on analyse ces décisions-là, on n'a pas l'impression que c'est dans le meilleur intérêt du patient. Parfois, il y a d'autres... parfois, les gens oublient quasiment la raison pour laquelle ils sont là, puis finalement, on est là, mais pourquoi cette décision-là? Ben finalement, 3-4 raisons, mais où était le patient dans tout ça? Dans votre décision, là, finalement, la situation du patient s'est détériorée. T'sais, mettons des trajectoires de soins. Nous, à Québec, comme tu sais, il y a 5 hôpitaux. Les patients vont se promener d'un hôpital à l'autre parce que finalement, on voulait éviter de déplacer peut-être un groupe de travailleurs. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis. Donc, les enjeux sont les mêmes d'un bord et de l'autre. Les enjeux sont très similaires. Le plus beau souvenir de ta carrière?
le 21 décembre 2020, c'est quand j'ai reçu ma première vaccination contre le COVID. OK. Ça a été un moment très important. Okay. Et le 6 mars 2021, 3 mois plus tard, quand on a fait notre première vaccination publique, notre première grande vaccination publique à Salt Lake City, où on a fait 75 000 personnes dans la première journée. Okay. Ça a été organisé par les services militaires. Donc, en étant en charge de l'hôpital des vétérans, c'est moi qui y avait organisé le premier groupe de vaccination en masse. OK. Quand même, c'est drôle. C'est sur une carrière de 25 ans que le plus beau souvenir soit quand même un souvenir très récent comme ça. Donc, c'est intéressant. Très récent. Parce que, écoute, ça a été un moment où ça a changé. Voir 10 à 15 personnes par jour mourir sans pouvoir rien faire, pas capable de les ventiler. Arriver à l'hôpital, meurt 90 minutes plus tard. C'était la guerre. C'était une zone de guerre. D'une façon particulière à l'hôpital des vétérans où les patients étaient déjà malades, avaient des maladies pulmonaires chroniques, des maladies cardiaques. Il n'y avait aucune chance. Il n'y avait aucune chance contre la première variante de COVID. Aucune chance. Et quand on a eu l'opportunité d'avoir au moins la vaccination, ça nous a donné de l'espoir. Et ça a changé la trajectoire de la maladie. Mais à cette époque-là, toi, là, à partir de mars 2020, là, tu travaillais déjà pas mal fort, mais là, j'imagine que tu couchais à l'hôpital ou... Ah, j'ai couché à l'hôpital. J'ai couché à l'hôpital, puis aussi, je voulais pas emmener ça à la maison. Ah, c'est vrai. C'est un autre bon point. Parce que c'était pas juste de faire des soins administrateurs, c'est de prendre soin des patients. Avais-tu peur pour toi, pour ta propre santé, mais avais-tu peur de mourir, disons? On avait des masques à gaz. Donc, le gouvernement américain nous avait donné des masques à gaz pour être capable de se protéger contre le virus. Donc, c'était pas juste des masques N95. Oui, mais à l'époque, tu te rappelles qu'on avait peur là, de se contaminer quasiment juste en enlevant le masque, puis en se grattant le nez, puis là, tu sais, puis... Je me rappelle très bien. Tu as bien raison. Et ça m'a passé l'esprit quelques fois, oui. OK. As-tu fait la COVID, sûrement, j'imagine? J'ai eu la COVID 2 ans plus tard. OK. Une forme très, très mineure. Okay. À ce moment-là, on était probablement dans la 4e ou la 5e variante d'adaptation, qui est devenue moins virulente. Puis j'avais eu 3 vaccins à ce moment-là. OK. Donc, c'est ça. Tu vois, moi, je l'ai fait 2 fois, là, donc je n'ai pas été très malade, là, mais... Avais-tu été vacciné? Écoute, j'ai fait Oui, sûrement. Là. Combien de doses? Au moins 2, sinon 3, là. Puis j'ai fait Mais j'ai fait ma première COVID un 1er avril, justement, puis j'appelle ma conjointe que tu connais, puis je lui dis, écoute, j'ai la COVID, puis là, elle était là, ouais, c'est vraiment très drôle. À l'hôpital, ils me disent, vous avez la COVID, tu sais, c'est comme si on avait la peste, hein. Allez-vous-en. Fait que là, moi, tu sais, c'est comme vraiment, je prends une boîte, je prends 3-4 affaires, puis je m'en vais. Puis là, j'arrive à la maison, on me regarde, OK, c'était vraiment la COVID. Daniel, c'est vraiment intéressant. Écoute, ça va être à reprendre, mais on termine d'habitude avec une petite section baguette magique. Donc là, je l'ai adapté. Là, normalement, je demande aux gens de changer quelque chose par magie dans le système de santé québécois, mais toi, je vais changer le mot québécois pour américain. Donc, qu'est-ce que tu changerais dans le système de santé américain? Par l'accès magie. Universel. L'accès universel. OK. Sans aucun doute. Sans aucun doute, l'accès universel aux soins. Il y a un accès quasi universel quand tu tournes 65 ans et plus. C'est ce qu'on appelle Medicaid. Mm-hmm. Mais avant d'arriver là, tu as une vie à vivre. Et les assurances personnelles sont très dispendieuses. OK. Pour avoir une bonne couverture, une famille de 4 personnes, père, mère, 2 enfants, c'est 35 000 par année en assurance santé. Et tu vas probablement avoir un déductible d'à peu près 10 000 Donc, les premiers 10 000, il faut que tu payes de toi-même. Okay. Donc, il y a beaucoup de personnes qui conduisent leur vie d'une façon régulière et qui n'ont pas d'une couverture appropriée ou qui n'ont même pas de couverture
Et c'est, à mon avis personnel, c'est pas acceptable. Les gens qui n'ont aucune couverture, mais dans les faits, les gens ne sont pas soignés ou sont soignés dans des... Ils ont 2 millions, ils sont soignés, ils reçoivent une facture de l'hôpital qui est astronomique et ils déclarent bankruptcy. OK. Une bankruptcy médicale. OK. Fait que ça, c'est hyper fréquent, j'imagine. C'est plus fréquent que ça devrait arriver. Puis ça, c'est dramatique, ça, parce que pour les 7 prochaines années, après ça, tu n'as plus de crédit, c'est difficile d'être capable de continuer à faire tes paiements pour une maison. Ça a un impact sur la qualité de la vie et sur les conditions de vie de ta famille d'une façon générale, qui, à mon avis, est complètement inacceptable. OK. Donc, la couverture universelle devrait être pour tout le monde. Tout le monde devrait avoir un minimum. Mais parfois, quand on regarde, on a parfois des patients qui vont aux États-Unis qui sont malades, puis là, on le regarde, parfois les factures, c'est comme incroyable. Là, je veux dire, le patient rentre dans l'urgence, il vient de passer presque la porte d'entrée, c'est quasiment 10 000. Là. En fait, ça a l'air un peu exagéré, entre guillemets, là, mais je sais pas. La pratique de la médecine aux États-Unis, les soins médicaux, c'est 20% du produit intérieur brut. 20% du produit intérieur brut. So, pour chaque 5 $ qui va être utilisé pour acheter quelque chose aux États-Unis, il y a 1 $ qui est pour un service relié à la santé et les services sociaux. Donc, c'est une entreprise extrêmement large. C'est une entreprise de 4,5 trillions de dollars par année. 4,5 trillions de dollars par année. Okay. Donc, c'est très gros. Il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de personnes entre les deux, entre le patient et les soins et le management des bénéfices et l'insurance et les médicaments. C'est une entreprise extrêmement, extrêmement large et c'est une partie tellement grande de l'économie que ça ne changera jamais. Tu penses qu'il n'y aura jamais d'accès universel? Malheureusement. Pas dans mon vivant. OK. Parce qu'en fait, quand tu parles des patients qui ont des soins qui ne paient pas, qui reçoivent une facture, puis finalement qui déclarent faillite, ultimement, ce sont les utilisateurs payants qui financent ça. Là. C'est exactement ça. C'est comme une forme d'accès universel quand même. Là. Je veux dire, c'est financé par les utilisateurs des compagnies d'assurance. C'est financé par les autres patients qui sont capables de payer. Oui, c'est ça. Ou... Le 30 000 $ que je paie à mon assurance par année, on ne l'utilise pas. On est béni, on est chanceux, on est en santé. Mes enfants sont en santé, ma femme est en santé, moi je suis en santé. Donc, on ne pas. Donc, notre contribution au système, payer pour ceux qui payent. As-tu une personne que tu rêverais de rencontrer dans le monde, vivante ou décédée? Tu en as cité comme une douzaine tout à l'heure, là, mais c'est peut-être dans un autre secteur, je ne sais pas. Mort ou vif? En fait, je vais y aller avec mort, mais récemment. OK. Puis, peut-être que ça va te surprendre, mais j'aurais aimé avoir l'opportunité de m'asseoir pour une quinzaine de minutes avec la reine Élisabeth la deuxième, qui a régné pendant 75 ans. Et puis, je pense que c'est une dame qui était extrêmement intrigante, très forte de caractère, très longue carrière. Et je pense que c'est un modèle à suivre parce que elle a toujours, d'une façon, ce que je peux en juger, elle a toujours mis les gens et la couronne avant elle-même. Elle a toujours pris des décisions pour les gens, pour améliorer les conditions de vie des gens et jamais pour, d'une façon générale, probablement contre ses intérêts personnels et contre les intérêts de sa famille aussi. Donc, je pense que c'est une grande dame qui a eu beaucoup de sagesse, qui était très sage, qui a vu beaucoup de choses, des guerres, Deuxième Guerre mondiale, la guerre en Irak, des temps économiques difficiles, des temps économiques meilleurs, plusieurs premiers ministres.
Je pense que c'est une femme fascinante. Je pense qu'elle a connu comme, je vais te dire 14, peut-être 14, 15 premiers ministres. Yeah. Margaret Thatcher et bien d'autres. Alors, je pense que ça aurait été une discussion intéressante. Puis ça, tu disais donc, puis dans le domaine des vivants, as-tu un choix ou la reine Elisabeth dépasse tout? Non, dans le domaine des vivants, je pense que ce serait Lewis Hamilton. OK. En Formule 1. Qui a eu une carrière extraordinaire, qui est comme... Présentement, on est tous témoins du fait qu'il est dans la deuxième... dans le descendant de sa carrière, mais qui a eu une carrière extraordinaire, qui a un promoteur des droits des minorités. Je pense qu'il représente beaucoup ce que plusieurs personnes devraient considérer comme leur valeur. Excellent. Donc, je pense que ça pourrait être une entrevue ou une rencontre intéressante. J'imagine. Est-ce que tu supportes une cause, une fondation? Oui, la Fondation des vétérans. Okay. Il y a plus... Un des problèmes associés au service militaire, c'est que quand tu sors du service militaire, il y a plusieurs qui ont de la misère à s'adapter. Spécialement ceux qui sont allés en guerre et ont été exposés aux atrocités humaines. Et il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de domicile. Okay. Donc, les gens... il y a plusieurs organisations qui aident les vétérans à faire la transition après leur service au retour dans leur vie civile et s'assurer qu'ils ont un toit. C'est intéressant que tu dises cela parce que, puis on parlait tout à l'heure, là, j'imagine qu'il y a beaucoup de soins psychiatriques aussi dans ton hôpital, mais j'ai écouté un podcast du New York Times il y a un mois sur une tuerie qui a eu lieu en Nouvelle-Angleterre. C'est un ancien militaire, mais qui n'avait jamais été au combat. Puis son cerveau a été analysé à Boston par la même équipe qui analyse les traumatismes ou les commotions cérébrales au football, l'encéphalopathie chronique traumatique. Et ce militaire-là avait des lésions similaires aux joueurs de football. Et la seule chose qu'on a retrouvée à l'histoire de cette personne-là, c'est qu'il donnait des camps d'entraînement de lancement de grenades à West Point. Et que l'hypothèse, finalement, que c'était ce qu'on appelle en anglais, là, on excuse l'anglicisme, le blast injury, des grenades. Et ce qui soulèverait l'hypothèse qu'il y a peut-être beaucoup de militaires qui sont identifiés comme étant des syndromes post-traumatiques, donc PTSD, qui ont peut-être des encéphalopathies chroniques traumatiques. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà entendu ou... oui. Okay. C'est une ligne de pensée qui est très courante. Okay. Et il y a beaucoup de recherches qui se fait. Je pense que la majorité de ces patients-là, c'est une maladie microvasculaire. Okay. Qui est en fait similaire à ce qu'on va retrouver chez les fumeurs de long terme. Okay. Il y a des lésions microvasculaires traumatiques et des changements structurels qui sont permanents. Mm-hmm. Donc, c'est... Écoute, je pensais t'apprendre quelque chose. Non, mais c'est intéressant que c'est un point intéressant à apporter. Ben en fait, puis là où ça boucle la boucle avec l'entrevue, je te demandais si Johnson avait peut-être regretté d'avoir découvert le fentanyl, mais Dr Omalu qui a décrit l'EST, donc l'encéphalopathie chronique traumatique, lui, je l'avais entendu en entrevue et il disait qu'il avait regretté d'avoir fait cette découverte-là. Pour des raisons personnelles. Parce que ça avait ruiné sa vie. En raison des pressions qu'il a subies, des menaces. Il s'attaquait à l'institution qui était le football américain. Donc, c'est surprenant à quel point parfois les gens font des grandes découvertes puis ça perturbe un peu le si tu changes la façon de faire des choses, si tu mets les gens à risque de perdre... leur habilité à gagner de l'argent. Ou, quand tu pousses les gens, il y a des risques associés à ça de façon très certaine. Excellent. Daniel, ça complète de cette façon-là. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. À la prochaine.
Merci. Au plaisir de te recevoir à Québec, peut-être dans le studio. Là, donc, on a identifié quelques sujets de discussion. Bye. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.